La question du baccalauréat, espace privé et espace public, private and public spaces, est une problématique qui s'est accentuée dans le contexte récent de mondialisation, globalization, en forte expansion ces dernières décennies. En effet, la frontière entre les espaces privés et publics semble de plus en plus étroite, tight, et floue, blurred or unclear. Pour définir les espaces publics et privés, on peut adopter deux points de vue. D'un côté, d'un point de vue géographique, l'espace se divise en deux types de zones, privées et publiques. Un espace public est donc un espace social, souvent ouvert, open, et accessible, accessible, aux individus résidents et non résidents, comme par exemple un parc, a park, une rue, a street, un abribus, a bus shelter, ou encore une place, a square. Les espaces publics sont en général propriété de l'État et la population s'en partage l'utilisation. A l'inverse, un espace privé correspond à un lieu de vie, a living place ou a living space, comme une maison, un appartement, un jardin, et dans ce cas-là, l'accès peut être contrôlé puisque le lieu n'est pas ouvert à chacun et est réservé aux propriétaires et à ceux qui y vivent. D'un autre côté, il existe aussi une définition plus psychologique, psychological, et immatérielle des espaces publics et privés. Dans cette logique, chaque individu a son espace mental privé, one's mental private space, c'est-à-dire un espace que chaque individu considère comme lui appartenant, comme étant psychologiquement le sien. Les contours de cet espace privé peuvent changer d'une personne à une autre en fonction de leur personnalité, personality. Par exemple, une personne très extravertie, outgoing, et une autre plus introvertie, introvert, ne vont pas avoir la même définition de leur espace privé. Et par ailleurs, dans cette approche psychologique, les espaces publics concernent des ressources immatérielles comme les discours, speeches, les conférences, lectures et les pièces de théâtre, plays. Pour comprendre les enjeux, challenges, qui découlent de ces espaces privés et publics et de leurs frontières, borders, voici 3 axes d'analyse possibles sur le sujet. Le premier exemple choisi pour analyser la problématique des espaces publics et privés est celui du télétravail, teleworking ou telecommuting en anglais. Le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle une activité qui aurait pu être réalisée dans les locaux de l'employeur est effectuée en dehors de ces locaux, premises, bien souvent de façon volontaire. En général, le télétravail se résume au fait de travailler chez soi, at home, mais la définition inclut aussi d'autres espaces non professionnels comme les bars, les cafés ou encore les transports en commun. Cette organisation du travail, work organization, est facilitée par l'émergence des nouvelles technologies, emerging technologies. Même si tous les métiers ne sont pas compatibles avec le télétravail, cette façon de faire s'est fortement développée depuis les années 2010 dans les pays occidentaux, Western countries. De plus en plus de salariés travaillent depuis chez eux, 1 ou plusieurs jours par semaine. Bien évidemment, la pratique du télétravail est montée en flèche, to skyrocket en anglais, avec le Covid. Le télétravail illustre parfaitement le problème des frontières entre espace privé et espace public ou professionnel. Avec un emploi en présentiel, les frontières géographiques, temporelles et symboliques sont bien nettes. On se rend au bureau via un trajet plus ou moins long, on y va pour réaliser les différentes tâches qui nous attendent dans un temps de travail plus ou moins bien défini en fonction des postes. En général, sauf pour certaines professions comme cadre d'entreprise ou enseignant, quand la journée de travail est terminée, on ne travaille plus chez soi le soir. Le travail correspond donc à un lieu, le bureau, et à un temps, la journée de travail. Le télétravail remet donc en question, it questions, cette distinction bien nette entre travail et vie privée. Chez soi, on peut en effet travailler dans son salon, dans sa chambre ou encore dans sa cuisine, ou même sur le balcon, devenus des pièces de travail. Par ailleurs, on peut faire une lessive, to do the laundry, vider les poubelles, to empty the bins, entre 2 réunions ou encore s'occuper des enfants et rester à la maison. Bref, le télétravail suppose aussi un autre rapport au temps, plus fragmenté, fragmented. Surtout, le télétravail soulève aussi d'autres enjeux psychologiques, puisqu'il existe un risque d'isolement. Ce n'est pas la même chose de voir ses collègues en vrai et à travers un écran.
il y a aussi un risque de baisse de motivation à se mettre au travail, notamment parce qu'on a d'autres tâches domestiques à faire, domestic tasks. Pour que le travail soit efficace et pour réussir à poser des frontières entre travail et vie privée, cela nécessite une bonne organisation du temps et de l'espace, en se dégageant des plages horaires dédiées au travail, ainsi qu'un espace comme un bureau pour travailler. La place des femmes dans les espaces publics et privés est un deuxième axe d'analyse intéressant pour comprendre l'un des enjeux liés aux espaces publics et privés. En effet, la distribution des rôles et de ressources symboliques et matérielles, material and symbolic resources, entre hommes et femmes n'est pas la même, à la maison, au travail ou dans la société en général. Ce sont les fameuses inégalités de genre, gender inequalities en anglais. Historiquement, dans nos sociétés occidentales, Western societies, il existe une division assez nette. Les femmes sont souvent assimilées à la sphère privée, familiale et domestique, alors que les hommes sont davantage intégrés à la sphère publique. Cette organisation binaire de la société fait tellement partie de nos représentations qu'elle a quasiment fini par être considérée comme normale, voire même naturelle. Ainsi, les femmes ont longtemps été considérées, et le sont encore parfois aujourd'hui, comme inférieures aux hommes, sans oublier la montagne de stéréotypes qui va avec, servant à justifier ces inégalités de traitement, unequal treatment, comme hystérique, hysterical, faible, weak, déboussolé, disoriented, ou encore nul en maths, terrible at math. Des femmes ont peu à peu réussi à dépasser ces clichés et les différentes contraintes pour se mobiliser dans le but de changer la condition des femmes et aboutir à une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Le féminisme, feminism, est né. La première vague, the first wave, du féminisme concerne la lutte pour le droit de vote des femmes, Women's Right to Vote. En Angleterre, le mouvement des suffragettes, né au tout début du XXe siècle, le droit de vote est accordé aux femmes anglaises en 1918 et aux femmes françaises en 1944 seulement. La seconde vague du féminisme émerge en France dans les années 70 et concerne le droit de disposer de son propre corps, to own one's body. L'une des références majeures est l'ouvrage Le deuxième sexe, The Second Sex de Simone de Beauvoir. Puis la troisième vague débute dans les années 80 et concerne la question du genre et du sexe. Le genre est alors perçu comme une construction sociale, a social construct, du sexe, c'est-à-dire un ensemble de normes, norms, de rôles, roles, et d'obligations, obligations, ou requirements, sociales, et dont on peut s'émanciper, to emancipate. Aujourd'hui, il existe encore de très nombreuses inégalités. Dans la sphère privée par exemple, les femmes passent beaucoup plus de temps que les hommes à réaliser les tâches domestiques. Ce sont également elles qui s'occupent plus des enfants. Dans la sphère publique et au travail, plus on monte dans la hiérarchie des postes, moins les femmes sont nombreuses, c'est l'effet plafond de verre, glass ceiling effect. Par ailleurs, les femmes ont en moyenne un salaire bien inférieur à celui des hommes, car elles sont plus nombreuses à travailler à temps partiel, part-time job, et pour des professions qui payent moins bien. À l'heure actuelle, l'accès des femmes à la sphère publique, politique, professionnelle, médiatique et sociale, est un mouvement général qui reste d'actualité. Enfin, la troisième proposition d'analyse de la problématique espace privé et espace public concerne la religion et la laïcité. Religion and Laicism or Secularism. En effet, cette thématique illustre bien la façon dont la religion, dans les pays occidentaux, a progressivement glissé de l'espace public vers l'espace privé depuis plus d'un siècle, a century. Alors que la religion était centrale et omniprésente, omnipresent, dans l'espace public, à travers l'église centrale dans le village, les cérémonies religieuses tout au long de l'année, mais aussi via l'éducation, la religion aujourd'hui relève de la sphère privée. Depuis 1905 en France, la loi de séparation de l'État et de l'Église, The Separation of Church and State, a instauré le principe de laïcité. La laïcité implique en effet la séparation de la société civile et de la société religieuse, mais aussi la liberté de chacun d'exercer ses croyances, belief, et enfin l'égalité de chacun devant la loi, equality before the law, peu importe ses croyances. La religion devient donc une affaire privée, a private matter, que l'on pratique chez soi ou dans les lieux de culte, places of worship, réservés aux faits religieux. Les tensions sont nombreuses autour du fait religieux et de la laïcité, car la notion privée-publique n'est pas la même dans le langage courant, everyday language,
et dans le langage juridique, legal ou bien juridical language, qui font les lois. En France par exemple, depuis 2004, le port des symboles religieux visibles est interdit dans les espaces publics, c'est-à-dire qui relèvent des institutions de l'État, comme l'école ou les administrations par exemple. Mais la rue ou la plage, qu'on appelle communément espace public, correspondent à l'espace public partagé, mais qui n'est pas l'espace public au sens de la loi, c'est-à-dire l'espace des administrations républicaines. On peut donc en principe porter un vêtement religieux dans la rue. La frontière entre espace privé et espace public est donc ici très complexe. Et enfin, pour terminer, voici 20 expressions indispensables pour aborder la thématique espace privé et espace public. Un foyer domestique se dit a household. L'habitat ou le logement, on parlera de accommodation. Partager se dit to share. L'intimité, c'est privacy ou intimacy. Un lieu de travail se traduit par a workplace. La pression sociale, c'est the social pressure. Le salaire, c'est the wage. Gagner de l'argent se dit to earn money. L'égalité des droits, equal rights. L'égalité des chances, equal opportunities. La discrimination sexuelle, gender discrimination. L'écart entre les genres, gender gap. La liberté de mouvement, the freedom of movement. La parité, parity. La mixité, mixity. Se battre pour, c'est to fight for. Les préjugés, prejudices ou biases. Le machisme, male chauvinism. Faire de grands progrès, to make great strides. Et enfin, réussir se traduira par to achieve. Abonne-toi pour retrouver les autres thématiques au programme du baccalauréat et plein d'autres vidéos sur notre chaîne Up to School Bac.